venez de prendre ces nouvelles fonctions. Est-ce que vous êtes confiant sur la capacité de réussir à marier ces trois objectifs? Confiant et même très confiant. La réalité, c'est que j'ai la chance de prendre ces fonctions à la tête du ministère du Travail, du plein emploi, ce qui signifie que c'est un objectif, et de l'insertion. C'est la première fois qu'on le fixe. Hein. Oui, mais c'est la première fois qu'on peut l'atteindre. À un moment où, justement, le chômage est passé de 9 à 7% en l'espace de 5 ans, et où les principales difficultés relèvent de tensions de recrutement, relèvent de difficultés d'adéquation entre les compétences et les besoins, et donc d'un besoin de formation et d'insertion. Donc il y a de beaux chantiers, des chantiers sur l'insertion, des chantiers sur la santé, la prévention et les conditions de vie au travail. Il y a aussi un chantier sur les retraites, et puis des chantiers qui relèvent du pouvoir d'achat et donc du quotidien des Français. Justement, est-ce que vous ne craignez pas que le pouvoir d'achat occulte tout le reste? Avant, on parlait de chômage, c'était la première préoccupation des Français, et donc de l'emploi. Et là, aujourd'hui, la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. D'abord, vous avez raison, pendant plus de 30 ans, on a parlé de chômage de masse. Et comme on parlait de chômage de masse, cet objectif de plein emploi nous paraissait utopique. Et le mot l'expression avait disparu de notre vocabulaire courant. Plus personne n'osait l'employer. Et on était presque dans une position quasiment culturelle, consistant à dire que c'était une fatalité qui se mariait avec notre modèle social, notre modèle de protection sociale, et que finalement rien n'était possible. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il y a une poussée inflationniste qui n'est pas liée à la question de l'emploi, elle est liée à la question énergétique, elle est liée à la question de la relance. Et cette relance qui était très forte en 2021 a un caractère un peu inflationniste, renforcé par la crise énergétique, les tensions géopolitiques. Ce qui signifie d'ailleurs que pour l'essentiel, l'inflation que nous connaissons en France est une inflation importée, pour l'essentiel d'entre elles. Et on le mesure d'autant plus que les boucliers tarifaires que nous avons mis en place sur le gaz, sur l'électricité, permettent à la France d'avoir le taux d'inflation le plus bas d'Europe, ce qui démontre que c'est une inflation essentiellement énergétique et importée. Est-ce que ce sujet va prendre le pas sur les autres? Dans l'actualité immédiate, c'est une forme de certitude. Et nous y répondons. Avec Bruno Le Maire, nous défendrons dès lundi soir en commission à l'Assemblée nationale la loi sur le pouvoir d'achat, qui s'accompagne d'une loi de finances rectificative portée par Bruno Le Maire et Gabriel Attal pour financer les différentes mesures. Mais une des meilleures réponses que nous pouvons apporter à la question du pouvoir d'achat passe aussi par le travail. Ça passe par le travail et par l'accès de tous au travail. La meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est de permettre le retour à l'emploi de celles et ceux qui en sont éloignés. Cela passe par la revalorisation des revenus du travail. Cela passe aussi par des dispositions plus techniques, mais qui sont dans ce projet de loi. Nous allons simplifier de manière très forte les conditions dans lesquelles des accords d'intéressement peuvent être discutés. Nous allons autoriser les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place ces accords d'intéressement de manière unilatérale, alors que la décision unilatérale était réservée aux entreprises de moins de 11 salariés. Nous allons tripler les plafonds de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et permettre un versement fractionné pour les entreprises qui ont un peu moins de trésorerie. Donc les deux sujets sont en fait extrêmement liés. C'est très lié, mais quand vous écoutez les salariés, ils vous disent c'est pas de l'intéressement forcément que l'on veut, c'est pas des primes, c'est des augmentations. Oui, mais nous sommes aussi un gouvernement qui fait preuve à la fois de pragmatisme et de réalisme dans son expression. Le gouvernement ne décide pas du niveau des salaires. Il décide du niveau du SMIC, plus exactement, il y a des formules de revalorisation. J'ai réuni ce jeudi le comité de suivi des négociations salariales pour justement inciter les branches. Alors comment vous allez les inciter à être au niveau au moins au niveau du SMIC, que leur minima soit au moins au niveau du SMIC. D'abord en les incitant, en rappelant que c'est une obligation légale. En rappelant qu'il y a un certain nombre de critères qui aujourd'hui peuvent amener le gouvernement, l'État, à procéder à des restructurations et en réalité à des fusions de branches. Et dans le même projet de loi que celui que j'évoquais, nous avons une disposition qui fait que nous créons un nouveau critère de restructuration des branches professionnelles. Ce critère sera de constater qu'une branche reste durablement avec des niveaux de rémunération inférieurs au SMIC, et nous savons tous que ça traduit un tassement et un écrasement des salaires vers le bas. Ça traduit Donc vous avez décidé de taper sur la table. De taper sur la table et d'inciter très fort. Moi, je ne suis pas là pour stigmatiser telle ou telle branche. À l'heure où nous parlons, 110 des 170 principales branches professionnelles ont au moins un niveau inférieur au SMIC, pour une raison. C'est que le SMIC a été revalorisé de 5,9% au cours de la dernière année. Et il est probable que dans les prochains mois, il y ait une nouvelle revalorisation dite automatique du fait de l'inflation. La réalité, c'est qu'il y a une vingtaine de branches qui sont structurellement, durablement à un niveau inférieur au SMIC. Vous êtes ministre du Travail. Auparavant, là, vous êtes ministre du Travail et du Plein Emploi. Auparavant, c'était ministre du Travail et du Dialogue Social. Pourquoi ça a disparu ? C'était il y a quelques temps, puisque ma prédécesseur, qui est Elisabeth Borne, était ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Oui, le dialogue social est consubstantiel à ce ministère.
Et le titre ne fait pas... Est-ce qu'il n'est même pas la condition de la réussite de votre objectif? Je pensais à ça que pensait certainement Fanny. On avait le président délégué du MEDEF, Patrick Partin, qui a eu une très intéressante discussion avec François Omril, et il parlait de qu'est-ce qu'ils pourraient trouver comme accord entre eux, qu'ils pourraient proposer au gouvernement pour réussir cet objectif. La formation professionnelle est au cœur aujourd'hui de la problématique de l'offre de travail. Mais je vais même plus loin. Lors du même comité de suivi des négociations salariales de branche, les représentants du MEDEF ont dit leur disponibilité pour travailler avec les autres partenaires sociaux sur la question du partage de la valeur, y compris en me disant comme représentant du gouvernement, n'intégrez pas dans le projet de loi pouvoir d'achat qui arrive la semaine prochaine de dispositions autour de la notion de dividende salarié à laquelle le président de la République s'est engagé. Attendez, si je puis dire, la loi de finances... C'est quoi un dividende salarié dans votre esprit? De garantir que lorsqu'une entreprise dégage des profits suffisants pour qu'il y ait des versements de dividendes, de la distribution de dividendes, ce soit partagé et que les salariés puissent en profiter. Le principe est simple. La mise en œuvre est plus compliquée parce que dans certaines petites entreprises, souvent le dividende est le salaire des bonnes années. Donc c'est pour ça que ça n'est pas dans le projet de loi. La raison essentielle, c'est que nous voulons que ça marche et que les organisations syndicales et les organisations patronales, au premier rang desquelles le MEDEF, nous ont dit, et nous a dit pour le MEDEF, laissez-nous le temps de la discussion. Il y aura une loi de finances pour 2023. Nous allons mettre en œuvre la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Nous travaillons à mobiliser tous les outils nécessaires. Mais laissez-nous quelques temps pour que, dans le dialogue social, nous puissions vous faire des propositions sur le partage de la richesse. Moi, je dis chiche, tout simplement. Alors, et donc, chiche, nous allons travailler dans le temps. Vous dites aussi chiche sur une réforme des retraites. Bien sûr. On a compris. Est-ce que vous ne craignez pas une rentrée sociale agitée? Nous verrons. Et le calendrier, aujourd'hui, n'est pas arrêté. Et donc, le calendrier fera l'objet d'arbitrage au cours des semaines qui viennent. N'est pas arrêté. La certitude, c'est que cette réforme se fera dans le dialogue. Dans le dialogue, dans la concertation, il faut partager des constats. C'est le premier point. Il faut aussi partager des objectifs. Et aujourd'hui, lorsque je partage avec les uns et les autres les constats et les objectifs, souvent il y a des consensus, en tout cas des convergences. Le constat, il est assez simple. Nous avons un système qui n'est pas lisible. Nous avons un système qui est injuste, qui pénalise les femmes, qui ne mesure pas et ne tient pas suffisamment compte de la pénibilité. Et nous avons un système qui sert une pension minimum à des gens qui ont fait une carrière complète à un niveau qui n'est pas suffisant. Nous voulons améliorer tout cela. Et le deuxième constat, c'est que le système n'est pas équilibré. Après, nous partageons des objectifs d'amélioration, de justice, de lisibilité, et puis il faut trouver le chemin. Alors, et le chemin n'est pas toujours partagé. Le chemin, il y a en tout cas quelque chose dont on n'entend plus parler là cette dernière semaine, y compris dans le discours de politique générale de Madame la Première ministre, c'est l'âge. Ça veut dire que les 64, les 65 ans, c'est mis de côté? Dans son discours de politique générale, la Première ministre, Elisabeth Borne, a rappelé que nous devons travailler plus longtemps pendant toute notre vie. Tout est sur la table. Et elle-même a dit, il y a quelques semaines, ça avait fait grand débat, que l'âge n'était pas un totem. Et donc, je le dis à tous nos interlocuteurs, aux partenaires sociaux, je l'ai dit à la fois aux organisations syndicales, professionnelles, mais aussi aux chercheurs, aux cercles de réflexion. Tout le monde s'accorde sur le constat, y compris le déséquilibre du système. Tout le monde s'accorde sur les besoins. Faites-nous des propositions. Des propositions permettant d'équilibrer et de réparer. Est-ce que vous attendez, comme il y a eu des demandes à l'opposition de faire des propositions, est-ce que vous attendez notamment des syndicats? Je souhaite une avancée là-dessus, et je pense notamment en particulier, parce que c'est sans doute la clé, de Laurent Berger, de la CFDT, quelque chose qui permettrait de débloquer. C'est quoi le deal qui permettrait de financer tout ce que vous venez de dire? Et on peut comprendre, hein, il y a des vrais sujets, notamment sur les retraites minimales et sur les femmes, qui doivent être financées. Et ça, la CFDT vous suivra, enfin, évidemment. Mais comment vous pouvez trouver un deal complet et qui ne provoque pas, ce que disait Fanny, immédiatement là, une réaction dans la rue? Pendant la campagne, le président de la République a dit que pour lui, la meilleure façon de le faire était de reculer l'âge de départ à 65 ans. Il a dit aussi après le premier tour... Ça passe pas, ça, vous l'avez vu. Il a dit aussi après le premier tour que sa volonté était de rassembler, qu'on ne rassemble pas sans bouger. Il a ouvert le débat et la Première ministre l'a dit à son tour en disant que ça n'était pas un totem. Ça devient quoi? Un peu de Touraine plus, une durée de cotisation? Vous voulez qu'on tranche un débat avant qu'il ait eu lieu? Je considère que lorsqu'on dit qu'il y a dialogue social, lorsqu'on dit qu'il y a débat, lorsque je dis que je suis preneur de propositions, que je souhaite des propositions, je ne les demande pas, je ne les exige pas, je les souhaite. Je ne veux pas préempter la fin d'un débat. Je suis absolument convaincu que les débats dont on préempte la conclusion sont des débats qui n'aboutissent jamais. Donc prenons le temps de cela, partageons. Nous avons, à l'occasion de la loi de finances rectificative, nous aurons un débat sur l'actualisation de la trajectoire des finances publiques, sur les projections pluriannuelles. Cela permettra aussi de nourrir les travaux du Conseil d'orientation des retraites, qui doit aussi travailler à son rapport annuel sur l'état des retraites. Et donc tout ça, c'est de la matière.
tout ça c'est de la matière et tout ça ce sont des éléments qui permettent à la fois de partager les constats et de revenir sur des besoins sur lesquels nous pouvons aussi nous accorder. Et à partir de là, chacun fera ses propositions. Le gouvernement en fera, les partenaires sociaux en feront, et nous essaierons de construire la méthode et la solution la plus acceptable, mais surtout la meilleure méthode, celle qui permet de tenir les deux bouts, l'amélioration du système et son équilibre dans le temps. Quand vous disiez l'objectif, quel est-il? Parce que parfois on a un petit souci de lisibilité, c'est de rééquilibrer le régime des retraites ou c'est d'engranger des marges de manœuvre financières pour d'autres choses, des progrès sociaux, etc. C'est pas la même chose que de trouver 10 milliards d'euros pour combler le déficit que de financer la dépendance, de financer l'école, que de financer... D'abord, c'est plus que 10 milliards d'euros, puisqu'en 2035, ce sera déjà 16. Jusqu'à 2000. Et c'est véritablement exponentiel. Les objectifs, pour moi, ils sont très simples. C'est la justice. Et la justice, c'est réparer le système, c'est l'améliorer. C'est faire en sorte que les retraités soient mieux traités, que la pénibilité soit mieux prise en compte. Et le deuxième objectif, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est l'équilibre du système. Et si dans le même temps, nous arrivons à avoir un système de retraite qui permette de garder la part des dépenses nationales consacrées aux retraites à un niveau qui soit soutenable, qui soit acceptable, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Tout ça se tient. Ceux qui imaginent que le système de retraite peut être imaginé, pensé, réformé, sans qu'il y ait aucun lien, sans qu'il y ait aucune interférence avec le reste de l'économie, le reste de l'action publique, se trompent. J'ai eu le même débat, par exemple, au Sénat. J'ai eu parfois maille à partir avec quelques sénateurs qui me disaient « Mais attendez, vous prenez une mesure et c'est la sécurité sociale qui va la financer, vous ne vous engagez pas totalement à la compenser intégralement. » La réalité, c'est que tout ça, c'est presque la même chose. J'ai bien conscience de la différence entre fiscalité et contribution sociale. Mais celui qui paye des contributions et des cotisations sociales, c'est souvent le même qui paye des impôts. Ça reste de la dépense publique. Et donc, je ne veux pas dissocier les débats. Et je pense que la réforme du système de retraite s'inscrit évidemment dans un débat beaucoup plus large, mais avec deux priorités. Avoir un système plus juste, plus efficace et un système qui soit équilibré et durablement équilibré. Vous nous disiez qu'il n'y a pas de calendrier. Pour autant, il y a un calendrier syndical qui est en train de se mettre en place, politique aussi. 29 septembre, il y a une journée de mobilisation de deux syndicats. On attend la date de certaines organisations politiques qui veulent faire une grande marche pour le pouvoir d'achat. Oui, la France Insoumise. Oui, ça veut dire que... Pardonnez-moi, mais vous me parlez de la CGT, de Sud et de la France Insoumise. Donc vous pouvez dire il y a des manifestations syndicales et il y a des rassemblements d'organismes politiques, mais c'est encore mieux de les définir et les caractériser. Oui, aucun problème. Ils sont légitimes, ils ont une position, je la respecte, je ne la partage pas, mais je la respecte. Mais ça veut dire que la concertation, elle aura lieu après. Vous allez prendre le temps de la rentrée. On verra, tout simplement. J'ai dit que le calendrier n'était pas arrêté. Ce que je veux dire par cette remarque sur la définition de ceux qui se mobilisent et que vous avez rappelé, c'est que tout le monde n'est pas sur la même position et qu'il ne faut pas laisser penser que ce qui est dit par ces trois organisations syndicales ou politiques correspond à un vocabulaire ou à la position de tout le paysage syndical et politique. Pour autant, on voit bien que la réforme des retraites, c'est pas ce qui fait le plus adhésion dans l'opinion publique. Quand on regarde les sondages, c'est très partagé, hein, mais il y a quand même une grande partie des Français qu'il va falloir convaincre. C'est très partagé et je crois que c'est très normal aussi, très logique, parce que c'est anxiogène d'une certaine manière de pouvoir craindre ou de nourrir quelques inquiétudes. Mais est-ce qu'un des... Vous savez, j'ai 44 ans, bientôt 44 ans. J'en ai connu des réformes de retraite et je fais partie de cette génération à qui on a dit de manière systématique « Ne t'inquiète pas de cette réforme, de toute façon, le temps que tu sois à la retraite, il y en aura d'autres et là, j'aurai encore changé. » Mon objectif avec la réforme que nous avons apportée, c'est à la fois d'avoir un système qui soit beaucoup plus juste, ça c'est une certitude, c'est aussi d'avoir un système durable pour que nous n'ayons pas à y revenir et que nos successeurs n'aient pas à y revenir dans les 5 ans qui suivent. C'est aussi un vrai challenge dans cette réforme, que de construire une réforme qui soit durable. Une réforme systémique, paramétrique, parfois on s'embourbe dans des débats qui n'ont pas grand sens. Non, mais c'est-à-dire, si c'est une réforme sur laquelle on ne reviendrait pas, ça voudrait dire qu'elle résoudrait par sa mécanique, dans la durée, c'est une réforme qui le pose financement. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu ce que voulait être la réforme Touraine. Je reviens dessus. La réforme Touraine, c'était l'équilibre actuariel qui prenait en compte le fait qu'on allait vivre plus longtemps. Mais ce que vous dites est la démonstration que quand on parle de systémique et de paramétrique, souvent on parle des mêmes choses. Absolument. Et que finalement, c'est pas moi qui ai commencé. Ces débats sont des débats qui enferment sans avoir grand sens. C'est des débats de techno. La réalité, c'est simplement, est-ce que on va vivre, on nous avait expliqué, c'était la première réforme, on va vivre plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. C'était beaucoup plus simple, on comprenait beaucoup mieux, vous allez avoir plus d'espérance de vie, vous allez donc travailler un peu plus pour financer cette vie en bonne santé. Mes dossiers, mais je fais de la politique. Un dernier mot sur les seniors, parce qu'on ne va pas vous lâcher là-dessus. Est-ce que vous allez taper du poing sur la table avec le MEDEF pour dire aussi, s'il y a réforme des retraites, que souhaite le MEDEF, il nous l'a dit Patrick Martin qu'on recevait, on le sait, ils sont prêts à vous accompagner là-dessus,
à faire des gestes sur la pénibilité, mais il y a un sujet, il y a un truc qui ne va pas, c'est l'emploi des seniors. Oui, et c'est le taux d'emploi des seniors. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus? C'est un des éléments du plein emploi aujourd'hui. C'est le point sur lequel les partenaires sociaux veulent tous travailler. L'aménagement des fins de carrière et le niveau d'emploi des seniors. Et nous allons y travailler avec eux. Là aussi, il y a des idées. Pas quelques petites idées? Si, mais je les partagerai avec les organisations syndicales et patronales. Ça, c'est rendez-vous à la rentrée. Ça. Exactement. Bon, il peut y avoir une rentrée chargée en tout cas. Merci à vous. Une belle rentrée, en espérant qu'elle soit chaude d'un point de vue pour l'été, qu'on ait un bon été, puis chaude peut-être pas sur le plan social, mais ça dépendra de la température et de tous. Merci beaucoup, Merci monsieur à le ministre, d'être passé Merci. chez nous. Au revoir.